Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. La lutte contre la corruption est-elle possible au Mali? La refondation du pays passe par la lutte contre les crimes financiers, a déclaré Choguel Kokala à Maïga en visite à l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI lundi dernier. Le lendemain, mardi, au Conseil supérieur de la magistrature, le président de la transition est également revenu sur la nécessité de combattre la corruption. Depuis plusieurs années, les autorités du pays s'engagent dans cette voie, mais sans résultat. Au contraire, le phénomène continue d'augmenter. Quelle lutte efficace contre le phénomène? Le Mali a-t-il le moyen de cette ambition? Studio Tamani pose donc le débat avec ses invités. Amidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yalama, Ibrahim Mariko, économiste au Centre d'études stratégiques Séné, Lassine Diawara, président du Biprem Fasoko. Je suis Imrana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Fasoko, dites-nous, quelle est aujourd'hui l'évolution de la lutte contre la corruption au Mali? Merci bien de nous avoir invités à votre émission dont le thème est la lutte contre la corruption. Moi, c'est Lassine Diawara. Au Biprem Fasoko, nous avons constaté des changements importants récemment. Il s'agit de l'arrestation de certains responsables politiques ou administratifs qui ont eu à gérer le pays. Alors nous croyons que pour le moment, si ça continue sur cette lancée, de façon régulière, ça démarre bien. Vous avez eu à mener des actes contre l'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. En fonction, vous avez posé plainte contre lui. Donc vous saluez aujourd'hui les engagements qui ont été pris après lui. Absolument. Quand nous faisions ce travail de plainte contre le président de la République en mars 2016, certains ne prenaient pas ça au sérieux. Ils ont cru que on fait quelque chose qui n'aura aucun aboutissement. Et nous avons continué après lui. D'autres premiers ministres et ministres ont été saisis par nous auprès des organismes judiciaires. Alors aujourd'hui, moins d'une dizaine d'années après, nous voyons le résultat que les choses bougent. Donc tout ce qui se fait, que ce soit au niveau des tribunaux ordinaires, que ce soit la Cour suprême, nos différentes plaintes ont été déposées à tous ces niveaux. Donc on a tenu compte des plaintes de Biprem pour que ce travail soit effectué de façon La plainte contre profonde. Le président de la République, où se situent aujourd'hui les dossiers? Pour nous, les dossiers sont à l'étude. C'est ce qu'ils nous ont dit. Généralement, c'est comme ça. Quand on a déposé en 2016, on nous a dit, on va voir. On va mettre dans le circuit normal. C'était auprès du procureur général près la cour d'appel, M. Tessougé à l'époque. Donc nous avons été le voir pour lui donner la plainte contre le président de la République. Ensuite, on a été voir d'autres tribunaux. Précisément, c'était la commune 3, chargée de pôle économique. Nous avons été même déposés quand, comment il s'appelle, l'actuel ministre, quand lui il était aussi procureur général, on lui a remis des plaintes et ils nous ont dit toujours, d'accord, on va voir, on va étudier et peut-être vous aurez une réponse d'un moment à l'autre. Donc nous sommes à cette phase, nous attendons et dans l'attente, on s'est rendu compte que ce que nous avons sémé il y a quelques années commence à faire des fruits parce qu'il y a eu des interpellations. Donc nous saluons ces interpellations. Amidou, il disait que ce qu'ils ont sémé commence à avoir de fruits. Il y a quelques changements qui ont été constatés selon lui. À votre point de vue en tant que politique, comment évolue la lutte contre la corruption dans le pays? Ok, je vous remercie pour cette question. Parce que pour moi, la lutte contre la corruption, c'est quand même un processus. Et ça englobe beaucoup de facteurs. Les arrestations, oui, parce que l'impunité n'est pas une bonne chose.
Mais pour lutter contre la corruption, il y a beaucoup quand même d'éléments à prendre en compte. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'arrêter les gens. Et ensuite, on ne fait pas de procès, les gens ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'ils sont coupables ou pas? Parce que bien avant maintenant, à la fin du régime Ibeka, à un moment donné, il y avait quand même des barons du régime qui avaient été arrêtés, même sous Ibeka. Oui. Ensuite, après, ils ont été relâchés. On n'a pas entendu parler de procès. Absolument. Donc, nous espérons que cette fois-ci, il va y avoir des procès et pour l'intérêt de ceux qui sont accusés et pour l'intérêt de l'État, parce que si on vous accuse, il est important d'apporter les preuves. Donc pour moi, aujourd'hui, pour lutter contre cette corruption-là, il faut que le processus suive son cours et que le jugement soit fait. Ceux qui sont remis en cause, qu'on leur donne la chance de se défendre et que la vérité éclate au beau jour pour l'intérêt du peuple malien. Donc pour moi, il est important que le processus soit bien suivi. Maintenant, pour lutter contre la corruption, il est important aussi que l'État puisse mettre des mécanismes institutionnels en place qui peuvent empêcher des gens qui volent de l'argent public ou qui prennent de l'argent public, de l'argent qui n'est pas très clair, pour les empêcher de ne pas les dépenser pendant les campagnes. Parce que ce qui se passe au Mali, il y a on constate généralement que la plupart des accusés sont des politiciens. Est-ce à dire que les politiciens sont aussi corrompus? Et les politiciens, c'est parce que c'est les politiques qui gouvernent très souvent. Et dans la gouvernance et dans la gestion, ça amène des problèmes. Et ce qu'il faut prendre en compte... dire que la politique est synonyme de la corruption. Non, je ne vous ai pas dit ça. Quand je dis c'est les politiques qui gouvernent, il y a des chances quand on analyse la gouvernance que ça tombe sur ceux qui sont en train de gouverner. Si vous ne gouvernez pas, vous êtes à la maison. Est-ce que vous avez des chances d'être accusé? Ce qui est important et qui met beaucoup plus l'accent sur les politiques parce que c'est encore plus médiatisé. Sinon, si vous prenez la prison centrale, il y a beaucoup de gestionnaires qui ne sont pas politiques, qui travaillent dans des directions de l'État, qui travaillent dans l'administration. En mêlée avec les politiciens. Donc, ce que je veux tout simplement, non, pas forcément. Le taux qu'il y a de gestionnaire, le gestionnaire, il est indépendant, il est dans l'administration. Je ne vous apprends pas que l'administration est neutre. Donc, la neutralité de l'administration fait que ceux qui sont accusés, ils sont accusés en tant qu'administrateurs. Donc, les politiques qui sont accusés, c'est les politiques. Mais tout le monde ne peut pas être la même chose. Le politique qui vole, il faut l'amener en prison. L'administrateur qui vole, il faut l'amener en prison. Même le magistrat qui vole, il faut l'amener en prison. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption ne saurait être d'un seul secteur. Il y a plusieurs secteurs qui sont concernés au bord de nos routes. Les gens raquettent. C'est du vol. Dans nos administrations publiques, il y a des gens qui volent. Au niveau du secteur privé, il y a des gens qui volent. Un voleur n'est pas mieux qu'un autre voleur. Donc il faut travailler à faire en sorte que les gens aient peur de voler. Et pour qu'on puisse aller vers ça, il faut des sanctions. Il faut des procès sur la corruption. C'est ce qui peut bien évidemment nous permettre aujourd'hui de lutter efficacement contre la corruption. Et la peur seulement ne nous permet pas de lutter contre la corruption. Très souvent, qu'est-ce que j'allais dire? Ceux qui font pas d'actes de corruption et qui sont très sincères dans ce qu'ils font, ils sont marginalisés dans nos pays. Ils n'ont pas de grandes voitures. On les regarde, on les considère pas. C'est à l'État de recenser ces personnes-là qui ont passé toute leur vie à travailler dans la transparence et qui arrivent à la retraite sans avoir quelque chose. Il faudrait que d'une manière ou d'une autre, l'État parvienne à les encourager, que l'État parvienne à montrer que ceux-ci ont été exemplaires. En étant exemplaires, on peut bien évidemment gagner ça. Et ça aussi, c'est une manière de gagner, de lutter contre la corruption qui n'est pas la répression, mais qui est l'encouragement. Et en encourageant les gens, ils vont aller vers les bonnes pratiques. On va y arriver au moyen de lutter contre cette corruption. Du point de vue économique, quel est l'impact de ce phénomène de la corruption sur le pays? Ok, merci beaucoup. D'abord, je remercie vraiment les deux qui sont là. En fait, au niveau économique, il faut le dire, la corruption, c'est un cancer. Dès que ça attaque tous les secteurs de l'économie, évidemment, c'est le pays qui est en retard. Vous savez, chaque année, on vote des budgets, mais quand nous évaluons ce qui a été fait au bout d'une année, pratiquement rien. Où va ces 2150 milliards que nous mettons à la disposition de notre administration publique? La corruption tue l'économie. Et depuis quelques années au Mali, c'est devenu un phénomène à la hauteur parce que même pour la simple gestion du Covid-19,
il y a le dernier rapport du vérificateur général qui a dit plus de 50 milliards ont été irrégularisés, ont été disparus, il faut le dire, ont été volés, comme on le dit. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre? Ça, c'est pas loin, hein, c'est tout près là. Donc, c'est pour dire que la corruption met en retard notre pays, et depuis des années, pourquoi il n'y a pas de grands chantiers? Parce que quand on donne, l'argent s'envole. Et comment est-ce que l'argent s'envole? Les passations de marché. La corruption met en retard notre pays ou la corruption a remis en retard notre pays? La corruption, que ce soit a remis depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, notre pays ne fait qu'évoluer vraiment dans cette corruption. Et quand nous comparons un peu le rapport sur l'indice de perception de la corruption, le Mali occupe le 129e place sur 180 pays en termes de corruption. C'est vrai, la corruption est dans tous les pays, mais notre corruption est allée au-delà d'un point qu'on ne peut pas vraiment l'imaginer. Comme je le disais, le dernier rapport du vérificateur général est déjà alarmant. Plus de 50 milliards qui ont disparu. Par contre, nous avons des structures qui contrôlent, mais ces rapports sont là, sont disponibles. Malheureusement, la répression, comme on le dit, ne suit pas en réalité l'action des publics. La corruption n'est pas seulement dans nos administrations publiques. Dans nos administrations privées, partout, dans tous les secteurs économiques de notre pays, nous avons la corruption. Maintenant, s'il faut trouver une solution, c'est une solution au niveau étatique, parce que l'État doit donner le premier exemple. Donc, lorsque l'État est presque inexistant en termes de lutte contre la corruption, bon, évidemment, un privé, un simple Malien, c'est difficile qu'il le fasse. Donc, l'État doit donner en premier lieu vraiment l'exemple vraiment à suivre en mettant en œuvre tous ces rapports du vérificateur général, tous ces contrôles qui ont été faits. Vous savez, au Mali, on a plus de 6 structures qui sont là pour lutter contre la corruption. Selon Moumine Adjindo, président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI, les fonds dilapidés en moins de 20 ans suffisent de construire plus de 1700 structures de santé. Une déclaration faite le 13 septembre courant au cours d'une visite de courtoisie du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Écoutons ce reportage de Draman Maïga. Pour le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI, la mauvaise gestion des services publics continue de causer d'importants préjudices au Mali. Moumouni Guindo affirme que les fonds dilapidés en moins de 20 ans suffisent pour construire plus de 1700 centres de santé de référence à travers le pays. De 2005 à 2019, plus de 1266 milliards de francs CFA sont ressortis comme étant les conséquences financières des actions de mauvaise gestion dans certains services publics du Mali. Tous les secteurs sont affectés. Nous avons d'ores et déjà transmis à la justice près de 10 dossiers. C'est pourquoi le Premier ministre de la Transition a assuré que la lutte contre l'enrichissement illicite entamée va se poursuivre. Pour Choguel Kokala Maïga, les défis restent énormes dans la lutte contre la corruption. Nous considérons qu'il faut engager de façon résolue la lutte contre la corruption, qu'il n'y ait aucun doute sur la détermination du gouvernement à soutenir toutes les institutions impliquées dans la chaîne de lutte contre l'impunité. Pour rappel, le dernier rapport en date de Transparency International classe le Mali 129e pays sur 179, le moins corrompu au monde. Lassine Diawara, au CLEI parle tout à l'heure de 1266 000 milliards dilapidés et 10 dossiers sont remis. Alors, quelle satisfaction vous avez par rapport à cette déclaration? Quelle est votre lecture? C'est avec beaucoup de consternation que je constate qu'un pays considéré comme pauvre, le Mali, dans ce pays, on arrive à détourner une telle somme. Et quand on fait d'abord comprendre aux Maliens que plus de 1700 structures de santé auraient pu être construites avec ce montant qu'on appelle souvent manque à gagner, ou des sommes réellement qu'on appelle dilapidées aussi, de façon très claire, on trouve cela très alarmant. Donc, il serait mieux que l'on ne dénonce pas seulement, qu'on ne condamne pas seulement, mais qu'on passe par la justice avec beaucoup de sérénité, aussi de rapidité, pour pouvoir vraiment prendre des sentences sévères selon les lois maliennes
envers ces gens. C'est quelques gens, hein. Ça ne vaut même pas un millier de personnes au Mali, ceux qui sont en train de prendre ces milliers de milliards. Donc, il faudrait nécessairement que des décisions draconiennes soient prises au niveau de Dans vos nos investigations, quelles sont les structures les mieux corrompues? Bon, pour nous, c'est des structures étatiques. Nous l'avons constaté d'une manière générale. Les structures privées aussi en font partie. Là, il n'y a pas de problème. Mais généralement, c'est au niveau de l'État. Parce que ceux qui sont au niveau de l'État se sentent déjà protégés par des lois. Un exemple, un ministre de la République ne peut pas être poursuivi sans passer par la haute cour de la justice. Un député non plus, le président de la République non plus. Donc quand tu as une certaine immunité qui te permet de prendre ce que tu veux sans aucune crainte d'être arrêté et jugé, c'est dangereux. Parce que la haute cour de la justice... Vous faites référence aux politiciens. Hein? Vous faites référence aux politiciens. Bon, pas seulement les... Généralement, c'est... Oui, bon, parce que les politiciens gèrent le pays. Mais ils ne sont pas les seuls à gérer le pays, ces politiciens-là. Il faut le reconnaître. On peut prendre aussi des gens qu'on appelle... qui ont une formation académique acceptable, une expérience de vie et de travail acceptable, pour qu'ils viennent gérer. Ils ne sont pas forcément des politiciens. Donc il y a des politiciens qui sont intéressés dans la mesure où c'est la politique qui gère le pays. On n'a pas le choix. Donc il est normal qu'ils soient majoritaires parmi ces gens-là qui sont concernés. Et ce sont eux, d'ailleurs, qui ont créé à leur faveur cette loi qui leur permet de voler sans être arrêtés. Parce que je voudrais donner cette précision-là. Au niveau de la haute cour, pour être devant cette haute cour et être jugé, il faudrait d'abord que 2/3 des membres de l'Assemblée nationale acceptent. Et ceux-ci n'accepteront pas. Parce que généralement, ils sont de la majorité présidentielle, ces députés-là. Et ceux qui sont haut placés sont en majorité aussi des politiciens qui sortent du même parti. Comment le voleur peut arrêter le voleur? Ça ne se fait pas. Donc, raison pour laquelle, pour efficacement lutter contre cette corruption endémique au Mali, il faudrait changer des lois. Un ancien président disait qu'il ne faut pas emprisonner un chef de famille. Est-ce que cela n'a pas mis le pays encore dans cette lutte qui ne termine pas, lutte contre la corruption? Un ancien président, je vais donner la précision, vous faites allusion, si je ne me trompe pas, au feu Amadou Toumani Touré. BIPREM, comme son nom l'indique, Bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification du Mali, veut dire qu'on veut faire une réunification du pays, mais en passant par la lutte contre la mauvaise gouvernance et par ricochet contre la corruption. Raison pour laquelle d'autres pensent que cette réunification, nous voulons la faire tout simplement par la lutte contre la corruption. Non, on veut une réunification non seulement sociale, mais territoriale, parce que ça ne va pas sur ce plan aussi au Mali. Mais pour atteindre notre objectif, on a dit qu'il n'y aura jamais une réunification sincère si on ne passe pas par la lutte contre l'impunité et contre la corruption, comme le thème le dit aujourd'hui. Et il l'a dit, bien sûr, qu'il ne veut pas faire honte aux chefs de famille. C'est pourquoi il a laissé certains chefs de famille prendre ce qu'ils veulent. Mais il ne fait pas honte à un minimum de chefs de famille, à un nombre infime de chefs de famille, mais il fait honte à des millions de chefs de famille. Pourquoi? C'est quelques dizaines ou centaines de responsables politiques qui volent des milliards. Bien sûr qu'on ne leur fasse rien, c'est pour les protéger, mais ils volent la part de millions de Maliens qui n'arrivent pas à manger à leur faim, qui n'arrivent pas à se soigner conséquemment. Donc tout ceci-là reste dans la honte. Et on a constaté aussi, celui qui est venu après, Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka, a dit qu'il a aussi un cahier. Ces gens-là qui ont volé le pays, il les connaît. Mais s'il ouvre le cahier, beaucoup vont ouvrir. Mais ils préfèrent ne pas peut-être ouvrir ce cahier-là d'abord. Donc, eux, l'ancien président, le feu Amadou Toumani Touré, et l'autre ancien président, Ibrahim Boubacar Keïta, ils ont tous été complices des voleurs parce qu'ils savent où se trouvent les voleurs. Ils peuvent prendre des décisions idoines pour pouvoir les arrêter, mais ils ne le font pas. C'est déplorable. Est-ce qu'il y a des complices? Ils sont au courant de tout ce qu'il dit, les anciens présidents? Moi, ce que je vais tout simplement dire, c'est que la corruption
gangrène notre pays. Et ce qu'il faut noter, vous savez, les citoyens doivent se poser une question. On accuse la politique, mais lorsqu'on va vers les élections, il y a des politiques qui investissent des milliards de francs CFA. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de président élu qui n'a pas dépensé des milliards, que ce soit Ibrahim Boubacar Keïta, que ce soit Amadou Toumani Touré. Est-ce que dans notre dispositif, on s'est posé... J'arrive. Est-ce qu'on s'est posé la question d'où vient cet argent? Dans notre dispositif, on doit pouvoir contrôler l'argent qu'on investit dans la campagne, parce que cet argent, très souvent, c'est des opérateurs économiques qui donnent de l'argent. Très souvent, c'est des bailleurs à l'extérieur qui donnent de l'argent. Très souvent, c'est d'autres qui donnent de l'argent, mais ils attendent des contreparties. C'est des prêts? Et c'est des contreparties. Mais quand on te donne de l'argent, un opérateur économique te donne de l'argent pour que tu accèdes au pouvoir, c'est pour faire en sorte après de lui donner des rétrocommissions ou de donner des marchés. C'est un fait qui est là. C'est à la source qu'il faut travailler. Il faut travailler pour que, le poids de l'argent... Est-ce que les politiciens ont dénoncé ceci? Vous me laissez terminer. Allez-y. Le poids de l'argent, on doit travailler à diminuer le poids de l'argent dans notre démocratie. Yelema le dit tout le temps. Nous l'avons toujours dit. Nous avons été les premiers à publier notre compte de campagne, qui était de 200 et quelques millions en 2013, pour que les gens sachent d'où vient notre argent et où part notre argent. Nous avons, lors du dialogue national inclusif, nous avons fait une conférence de presse pour expliquer nos propositions et faire en sorte que les comptes de campagne soient publiés, que les comptes de campagne soient audités, pour qu'on sache d'où vient l'argent. Nous l'avons fait. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des députés qui sont élus avec des milliards de francs CFA, qui donnent 2 000 francs, 3 000 francs. Mais quand ils viennent, l'argent qu'ils investissent, c'est l'état d'esprit est de récupérer cet argent-là. Le président de la République, s'il a un partenaire qui l'aide, il va le favoriser au moment des passations de marché. Ce n'est pas normal. Mais c'est ce qui s'est fait ces 30 dernières années. Et donc, quand on analyse la problématique, il faudrait travailler au moment où les gens accèdent au pouvoir, qu'ils accèdent au pouvoir de façon saine et de façon transparente. Ça va faire en sorte que ceux qui viendront, ils peuvent efficacement lutter contre la corruption. Mais moi, je t'ai donné de l'argent, je t'ai aidé à accéder au pouvoir. Si tu viens, tu veux m'arrêter, ils se disent, mais c'est nous qui t'avons mis là. Donc, faisons en sorte que ceux qui viennent au pouvoir soient des gens transparents, de par leur parcours, de par leur façon de faire. Ça fait en sorte d'éviter ces impunités-là. Maintenant, oui. Plus de 1266 milliards dilapidés en moins de 20 ans. Comment le Mali est-il arrivé là? Le Mali est arrivé là parce que l'homme malien a perdu ses vertus. Autrefois, l'homme malien se glorifiait de son honnêteté. L'homme malien se glorifiait de sa transparence. Mais aujourd'hui, quels sont ceux dont on traite de patriotes, d'enfants bénis? C'est ceux-là qui ont des maisons à hauteur de 20 millions et qui ont des grosses voitures. Donc aujourd'hui, on n'a plus peur de voler. Nous n'avons plus honte de voler. La prison ne fait plus honte. Parce que quelqu'un rentre en prison, il vole des milliards, mais après il sort. La société ne le rejette pas. Il est considéré comme un enfant béni. Donc ça fait en sorte qu'au fur et à mesure, l'homme malien a perdu certaines de ses valeurs. Que ce soit le citoyen qui prend 2 000 francs, 3 000 francs pour voter, c'est un acte de corruption. Celui qui donne de l'argent dans la rue aux policiers, c'est un acte de corruption. Le politicien qui donne de l'argent, c'est un acte de corruption. Donc la corruption s'est généralisée d'une certaine manière que c'est devenu pratiquement banal dans notre pays. Donc ce qui fait que la plupart des gens, les gens volent, ils savent qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. Donc ça nous amène à voler. Donc pour moi aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on travaille sur ce qui amène les gens à voler. On travaille à faire en sorte que... Donc vous partagez l'idée du président de la République lors de sa rencontre avec le Conseil supérieur de la magistrature. Il disait ceci, je cite, « Il faut que l'homme malien soit refondé puisque c'est l'homme qui planifie la corruption et c'est l'homme qui est au centre de la corruption. » Vous savez, je suis membre d'un parti, qui est le parti Yelema. En 2010, lorsqu'on a créé le parti, le premier objectif du parti, c'est reconstruire un Malien de type nouveau, qui aime son pays, qui connaît son pays et qui est patriote. Parce que le Malien, au fur et à mesure, depuis 2010, ce n'est pas commencé maintenant. Au fur et à mesure, le Mali a commencé à perdre ses valeurs. Le Malien a perdu ses valeurs. Autrefois, quand on te donnait de l'argent, tu demandais la provenance de l'argent.
Dans nos villages, même aujourd'hui, dans certains villages, quand tu viens, tu donnes 20 000 francs à une vieille dame, elle montre à toutes les personnes qui sont autour d'elle pour que les gens sachent qu'elle n'est pas en train d'utiliser de l'argent qui va au-delà de ses moyens. C'est ça aussi l'enrichissement illicite, parce que eux, nos vieilles personnes, faisaient en sorte que même s'ils dépensent de l'argent, ceux qui sont en train de dépenser, qu'autour d'eux, ils sachent que voilà, c'est tel Brahma qui est venu de Bamako qui m'a donné les 10 000 francs pour qu'ils sachent, aujourd'hui, elle est en train d'acheter du poulet. C'est parce que tout simplement, c'est venu de là. Parce que si on ne sait pas la provenance, on se dit tout simplement que ça a été corrompu. Donc moi, je suis totalement en phase avec le président de la transition. Sauf que l'homme malien, sa reconstruction prend du temps. Et c'est un régime démocratiquement élu qui peut continuer ce processus. Parce que quelque chose qui s'est détruit 30 ans, ce n'est pas en quelques mois. 30 ans, c'est sous le régime aussi de la politique, de la démocratie. Oui, menée par les hommes politiques. Démocratie, pas seulement menée par les hommes politiques. Je vous rappelle qu'Amadou Toumani Touré était militaire. Il s'est présenté aux élections, il n'était pas dans un parti politique classique. Donc, ce que je vais tout simplement dire, les 30 ans, c'est un échec patent, et un échec patent des partis politiques en premier, mais de tous les Maliens en général. Donc moi, je ne peux pas dédouaner les partis politiques, mais il faut reconnaître que la corruption, c'est dans beaucoup de domaines. Le ministre des cultes, il disait quelque chose, il disait que les gens lui demandent de l'argent, il ne va pas donner de l'argent aux religieux et que lui, il est là pour faire son travail. Ce n'est pas les politiques là. Parce que les politiciens les ont donné de l'argent. Tout ce que je vais vous dire, ne ramenez pas tout aux politiques. Nous sommes les premiers à dire que les politiques ont dessus ces 30 ans. Mais ces 30 ans-là, quels sont ceux qui ont gouverné? J'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, le Premier ministre qui est là, il a fait combien d'années pendant les 30 ans? Il a géré 7 ans. Les membres du M5, le président Modibo Sidibé, pour qui j'ai beaucoup de respect, il a géré 20 ans. Et vous, aujourd'hui, on ne va pas nous dire que les 30 ans, on est en train de les mettre à côté. Au contraire, ceux qui ont le plus géré, encore, c'est eux qui sont dans l'exécutif. Donc, ce qui est en train de se passer, ne détournons pas le débat pour en faire politique corrompue. Faisons en sorte de faire un bon diagnostic de la situation et savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre ça, pour que plus jamais il n'y ait plus d'argent détourné. On arrivera. Plus de 1266 milliards dilapidés selon l'OCLEI en moins de 20 ans qui pouvaient construire au moins 1700 centres de santé. Que deviendrait l'économie malienne dans cette situation? Effectivement, 1266 milliards, c'est énorme, c'est presque de la moitié de notre budget. Mais il faut savoir que la corruption, contrairement à ce que vous insistez, ce n'est pas seulement les hommes politiques. Je dirais que c'est tout le monde, c'est toute l'administration. Parce que, bien vrai que si un parti politique prend le pouvoir, c'est vrai, il a pris le pouvoir, mais tous ces éléments ne sont pas dans nos administrations. Les corruptions, c'est jusqu'au plus bas en réalité. Ce n'est pas seulement les ministres, ce n'est pas seulement les directeurs, c'est pas seulement... Non. C'est-à-dire partout où tu iras, tu trouveras une corruption là-bas. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est une économie, c'est une perte énorme. Au lieu de parler de 1266 milliards, tout près là, il y a eu au moins 50 milliards. 50 milliards pouvaient permettre de construire combien d'hôpitaux, combien de routes. Quand on fait la passation des marchés, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour avoir des marchés? Il a dit, effectivement, quand tu soutiens économiquement un candidat, lorsque ce dernier devient président de la République, tu lui donnes des marchés. Et tu lui donnes des marchés, il fait quoi? Il construit des routes du n'importe quoi. Des routes pour 10 ans, en 3 ans déjà, c'est daté. Donc c'est pour dire que nous sommes dans une situation où, s'il faut penser à refonder, il faut commencer par l'homme malien. Le président de la transition, là, il a si bien dit, on ne peut pas construire l'homme malien en si peu de temps. Non, ça commence d'abord par la maison, l'éducation. Ça, c'est le premier volet. Après, l'éducation, le volet religieux, parce que nous sommes un pays où on a 90 ou 95% de musulmans. Et dans toutes les religions, que tu sois musulman, chrétien ou animiste, ils te diront que la corruption ou le vol, en réalité, ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est banni dans toutes les religions. Maintenant, dans notre problème, vous savez, on a des déficits de textes. C'est vrai, on a au moins 6 structures qui sont là pour lutter contre la corruption. Voilà, vous dites que nous avons 6 structures. Pourquoi, après toutes ces années, le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur au lieu de régresser? Parce que ces structures sont limitées de par leur texte. Le vérificateur général, il fait le constat, il te dit que bon, dans telle structure, il y a tel nombre de milliards qui ont disparu. Mais et après, qu'est-ce qu'on fait de cela?
Il y a tellement de dossiers à traiter. Aujourd'hui, si on veut repenser comme il le faut, si on veut aller au-delà de refonder vraiment l'homme malien ou le Mali, en réalité, l'administration, de la gestion des 30 ans, mais il y aura très peu de politiciens qui vont se présenter aux élections prochaines. Parce que tous ceux qui ont géré, plus ou moins, tu verras que quelque chose a perdu. Qu'il soit ministre, qu'il soit directeur ou bien qu'il soit un simple, c'est-à-dire qu'il soit dans une administration, mais tu trouveras que quelque part, on vole. On vole comment? Dans les surfacturations. Vous savez, si on doit acheter quelque chose à 10 francs, on va le surfacturer à 50 francs. Il a parlé d'un nouveau type de Malien. Est-ce qu'un nouveau type de Malien est possible dans cette situation de corruption? Exactement, c'est possible parce qu'un État, pour renouveler une génération, c'est au moins 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, si on décide vraiment de refonder l'homme malien, d'abord, il va falloir mettre d'abord des structures vraiment de contrôle efficaces. Parce que ces structures sont là, mais malheureusement, ces structures ne sont pas efficaces. Vous trouverez qu'il y a des structures qui sont là pour faire l'audit, pour faire le constat, mais on fait l'audit pour constater, mais pas pour répression. Pour répression, il va aller à d'autres domaines, sur d'autres faits. Donc, nos textes qui sont là, il va falloir vraiment relire ces textes-là. Parce que, vous savez, nous sommes un pays où nous avons le vérificateur général. Tu pars dans d'autres pays où il n'y en a pas. Le vérificateur général qui fait le constat, mais ailleurs, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'eux, ils font? Nous sommes devant, mais malheureusement, notre devant est devenu vraiment un retard. Parce que la corruption fait en sorte qu'on ne peut même pas s'exprimer. La confiance en notre pays diminue de plus en plus parce qu'on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Cela trouve que quand tu viens au Mali, dans notre pays, et que tu as bénéficié vraiment d'un marché honnêtement, c'est les mêmes Maliens, c'est les mêmes personnes qui vont demander des retraits commissions. Quand vous dites on n'est pas sérieux, on sait qui? Le sérieux, c'est l'administration. C'est l'administration, tout le monde. Moi, je n'accuse pas seulement ceux qui sont là aujourd'hui, mais ceux qui sont là demain, mais ceux qui ont géré de 91 jusqu'à nos jours. Chacun a un bilan auquel il doit rendre compte. Biprem, dites-nous pourquoi, après toutes ces années, le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur au lieu de régresser? Cela, malheureusement, parce qu'il y a l'impunité dans ce pays-là. Nous l'avons constaté à notre niveau au Biprem, pour dire que ce pays souffre d'un problème de développement parce que notre sous-développement est mental. Je l'explique. Vous constaterez, en allant dans les années 80, rapidement, un homme était venu, comme Moussa Traoré, avait de la peine à payer les travailleurs. Il y avait un retard salarial de 4, 5, même à 6 mois. Soumana Sako est venu de l'extérieur, c'était un Malien, il travaillait dans un organisme international. En si peu de temps, il a réglé les problèmes. Et chaque travailleur... En faisant quoi? Effectivement, en luttant contre l'impunité. Il a été lui-même honnête, il a imposé l'honnêteté. Parce que ceux qui l'ont précédé n'ont pas été comme lui, se laissaient faire avec les pots de vin. Mais quand lui, il est venu, en tant que citoyen intègre, il a dit « je vais faire respecter la loi ». Il a fait respecter la loi. Soudainement, des retards de 4, 5, 6 mois, et chaque mois, avant le 30 du mois, chaque Malien avait son salaire. Mais il n'a pas demandé d'aide budgétaire de l'extérieur pour arriver à ce résultat. C'est pour dire que faire croire aux Maliens aujourd'hui que pour une refondation de l'homme malien lui-même, cela prend suffisamment de temps. Nous ne sommes pas d'accord avec cela dans le Biprem. Au niveau du Biprem, nous pensons et nous insistons là-dessus que quand les dirigeants qui ont le pouvoir de décision sont honnêtes, obligatoirement leur entourage et toute la population aura un comportement d'honnêteté. Je parlais du cas de Soumana Sako. Donc vous voulez dire que cette refondation de l'homme malien peut se faire en si peu de temps avec cette transition? On n'a même pas besoin de prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois pour cela. Non, on n'en a pas besoin, je vous dis sincèrement. Tout dépend de ceux qui sont en haut. Ce n'est pas les populations, les petits administrateurs de bureaux là, qui sont des voleurs. Les vrais voleurs, ils sont des voleurs apprentis là. Mais les vrais voleurs professionnels, c'est du président, ministre en descendant. Parce que quand je vole, mon assistant me voit voler
Et il m'impose même quelquefois de sortir l'argent pour voler. Il me donne ma part, mais qui va arrêter de voler? Mais par contre, si je suis son superviseur, je suis son patron, je peux le renvoyer ou l'envoyer à un autre service, à défaut de le renvoyer. Mais si je prends un bon comportement exemplaire, je n'ai pas perdu ce qu'on appelle aujourd'hui notre dambé. Parce qu'on a perdu le dambé. Le gros voleur, il est béni. Le dambé, c'est nos valeurs traditionnelles qui nous empêchaient de commettre certains délits, que ce soit des délits financiers ou des délits sociaux. Mais ce dambé, nous l'avons perdu. Les gros voleurs professionnels, on les dit aujourd'hui les hommes bénis. Mais ceux qui sont honnêtes à côté, qui travaillent et vivent de leur sueur, on les appelle qui sont maudits, malheureusement. Mais pour changer cette mentalité, on n'a pas besoin de 5 ans, 2 ans, 3 ans, même si ça a duré pendant 30 ans. Je vous dis, en 3 mois... Un indice? Vous dites? Un indice pour que l'homme soit changé? Comme vous dites, c'est facile en 3 mois. Oui, celui qui est en tête, qu'il se comporte bien, qu'il soit honnête, son entourage aura peur de lui, sera honnête. Ceux qui suivent ceci aussi, on dit quand même de tonfler en Bambara. Cela veut dire que les pentards ne suivent que leurs devanciers. Donc, une fois que l'on a... Le cadre, par exemple, je sors du Mali de Kagame, au Rwanda. C'est l'un des meilleurs pays du monde aujourd'hui, pour ne pas mais le pays africain le mieux géré. Mais il est militaire. Il est venu, il a été honnête, il a dit que chacun va respecter la loi. En luttant contre l'impunité, il a pu gérer son pays, tout près de nous. Donc nous aussi, si nous voulons au Mali, on n'a pas besoin de 10 ans, 20 ans, 30 ans pour reconstruire l'homme malien afin qu'il respecte le bien public. On se comporte soi-même, parce que ça dépend d'un comportement de chaque responsable. On se comporte soi-même comme il faut, et les autres vous suivront, vous respecteront. Amidou voulait rebondir, allez-y. Non, bon, moi je ne suis pas totalement en phase avec mon ami. C'est vrai, l'exemplarité des élites peut amener au changement. Mais l'exemplarité des élites, ça amène un changement progressif. Paul Kagame, dont il parle, il ne l'a pas fait en une année. C'était un processus. Il est venu trouver un pays à terre. Un processus a permis de rétablir. Parce que l'homme malien, le mal est très profond. Ce n'est pas seulement la corruption qu'on voit au niveau de l'administration ou autre chose. C'est de faire parler cette fibre patriotique-là. Au fur et à mesure, les gens ont perdu l'amour du pays. Et cet amour du pays, notre comportement de tous les jours, il faudrait qu'ils le voient à long terme. On peut voir un dirigeant exemplaire 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais sur une longue durée, quand ils vont voir leurs responsables plus exemplaires, ça va faire en sorte qu'eux-mêmes, ils vont changer. Et l'homme malien, c'est beaucoup d'autres éléments. C'est l'éducation qu'on doit donner au nouveau type de Malien. Cette éducation, l'école qu'on a détruite, ce n'est pas en 6 mois qu'on va le faire. Ça, c'est une reconstruction de l'homme malien. C'est de l'eau, de l'électricité, de la sécurité qu'on doit donner à l'homme malien. Ce nouveau homme malien, on ne peut pas lui donner tout ça en 6 mois. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un processus. Ce n'est pas seulement l'élément de la corruption, mais quand on veut un nouveau type de malien, c'est des droits, c'est des devoirs. Les devoirs, c'est de faire en sorte de ne pas voler. Les devoirs, c'est de faire en sorte de mieux se comporter vis-à-vis de l'État. Mais le droit, c'est droit, accès à l'eau potable, accès à la sécurité et faire en sorte que l'homme malien, quand il sort du pays, qu'il soit fier de son pays, qu'il soit fier de savoir que son pays pense à lui. Au centre du Mali, est-ce que vous pensez que l'homme malien est fier? Il n'a pas droit à la sécurité aujourd'hui. Il n'a pas droit à l'école aujourd'hui. Nous avons 1595 écoles fermées. Ces 1595 écoles fermées, il faut être pragmatique. On ne peut pas les réouvrir au bout de 6 mois. C'est un processus qui va prendre du temps parce que le mal est profond. Donc pour moi, aujourd'hui, soyons pragmatiques, disons la vérité au peuple malien. Et disons-le, nous avons pris une nouvelle trajectoire. Cette trajectoire, certes, va prendre du temps, mais nous n'allons plus reculer, nous allons avancer. Et cet avancement se fera avec l'un de nos dambés. Le dambé qui est le respect... Vous avez commencé à un moment donné à amorcer un peu comment lutter contre cette... Oui, je vais terminer tout de suite par ça. Ça, c'est le dambé, le respect de notre parole donnée. Donc, pour lutter contre la corruption, il y a plusieurs éléments. Faire en sorte de travailler que ceux qui viennent au pouvoir ne viennent pas par la corruption. Parce que s'ils viennent par la corruption, ils vont être corrompus. Ça, c'est un. Deuxième niveau, c'est de la dénonciation. C'est multiplier encore les contrôles. Troisième, c'est les sanctions.
Et avant les sanctions, il faut les procès pour que les gens sachent si effectivement telle personne est coupable ou il n'est pas coupable. Encore, il faut encourager les plus honnêtes d'entre nous. Il ne faut plus qu'ils soient écartés de la société. Il faut que quand quelqu'un travaille 10 ans, 15 ans à la sueur de son front, qu'il ne vole pas un centime de l'État, qu'on puisse trouver des mécanismes pour le récompenser. Même si c'est des trophées pour dire, je salue là l'initiative d'une organisation qui est à comptabilité, Lab Mali, qui récompense chaque année les fonctionnaires intègres du pays. Ça fait en sorte de mettre en valeur les meilleurs d'entre nous qui sont aujourd'hui là à ne pas voler, mais aujourd'hui qui sont les plus marginalisés parce que tout simplement ils ont commis un péché, le péché de ne pas faire comme les autres, de voler comme les autres. Donc faisons en sorte que, là il y a la répression, mais il doit y avoir des récompenses pour ceux qui ont des bons comportements, pour que ces bons comportements puissent impacter pour ceux qui sont tentés par les mauvais comportements et sache que si je me comporte très bien, l'État sera reconnaissant et en ce moment, on luttera véritablement contre la corruption de manière pédagogique. Donc faisons en sorte que désormais dans notre pays, il y ait des sanctions, il y ait des récompenses, mais qu'il n'y ait plus jamais d'impunité dans notre pays. Est-ce qu'un régime de transition peut combattre ce phénomène de lutte contre la corruption ? Bon, comme vous l'avez dit, c'est un régime de transition, donc ils sont là pour une courte durée. Par contre, ce dont nous demandons, c'est un processus. Donc, le régime sur lequel nous sommes actuellement, c'est vrai, ils peuvent entamer parce qu'en toute chose, il faut un début. On peut débuter vraiment la lutte contre la corruption. Mais il faut savoir que c'est un processus. Moi, je ne suis pas dans le même avis que en 3 mois, on peut dire, OK, bon, l'homme malien nouveau, on l'a. Non, l'homme se construit. L'homme, c'est les responsabilités à partir de 18 ans, 20 ans, 30 ans, tu commences à occuper des responsabilités. Pour être à ce niveau, d'abord, il faut être bien formé. Il faut savoir d'abord ce que l'on fait. Et si tu es religieux quelque part, tu as une croyance. Donc, il y a tous ces phénomènes-là. Vous savez que... Faut-il craindre une sorcière derrière cette lutte contre la corruption annoncée par la transition ? En réalité, ça ne doit pas être ça. Ça ne devrait pas être ça. Ce n'est pas une lutte pour écarter qui que ce soit. Non, ça doit être fait dans la transparence et en toute objectivité. Parce que ils ne sont pas là éternellement, comme je le disais tantôt. Et les personnes, aujourd'hui, tu les mets en prison. Demain, il sera le même ministre, il va te mettre en prison. Donc, ça va être des règlements de compte d'évasion. Vous savez que notre masse salariale, dans notre budget, le Mali dépense chaque année près de 750 milliards pour payer les fonctionnaires. Mais le véritable problème dans cette même masse salariale, c'est quoi ? C'est que tu trouveras des fonctionnaires qui ont plus de 2 millions, 3 millions, 4 millions par mois. Par contre, dans ce même budget, tu trouveras qu'il y a des gens qui ne prennent même pas 50 ou 100 000 francs. Donc, ce déséquilibre tout à l'heure de succès. Est-ce que ce succès de lutte contre cette corruption peut redonner du souffle à l'économie du pays ? Exactement. La manne économique que nous pouvons engager par la lutte contre la corruption, c'est énorme. Et on vient de dire qu'il y a au moins 50 milliards qui ont disparu. Supposons qu'on a lutté pour avoir ces 50 milliards. Je disais tantôt, ces 50 milliards pourraient construire combien d'hôpitaux, combien de routes. Donc, effectivement, la lutte contre la corruption va engager vraiment des économies énormes. Et puis, en premier lieu, c'est quoi ? C'est la confiance que les investisseurs étrangers auront dans notre pays. Et ça, c'est extrêmement important. Un pays, nous vivons dans une zone économique monétaire où presque on fait des échanges un peu partout. Donc, il faut la transparence, il faut la confiance des autres. Le Mali, en tant que pays pauvre, a-t-il le moyen de lutter efficacement contre la corruption ? Absolument. La corruption est un mal universel. Ce n'est pas seulement au Mali que ça se pratique, mais elle se pratique à des degrés différents selon les pays. Le bureau de vérificateur général dont on parle aujourd'hui a été créé au temps de ATT, Amadou Toumani Touré. C'est lui qui s'est inspiré du cas canadien, parce que le bureau de vérificateur général a été instauré au Canada depuis 1868 et ça se passe très bien là-bas. Il y a peu de corruption. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais peu. Je reviens sur mon exemple et j'insiste pour dire que quand Soumana Sako, je ne le connais pas, je ne suis pas membre de son parti,
Mais j'étais très jeune quand j'ai constaté en ce moment-là qu'il y avait un Malien dont l'on pouvait être fier, qui peut redresser le pays. En tant que Premier ministre seulement, pas président de la République, en moins de 6 mois, il a tout réglé à l'époque. Point. Malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire dans cette lutte contre la corruption, mais le temps ne nous permet pas. Merci en tout cas à nos chers invités. Ainsi prend fin ce débat. Nous étions avec Hamidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yelema, Ibrahim Mariko, économiste au Centre d'études stratégiques Séné, Lassine Diawara, président du Biprem Fasoko. À la régie vidéo, nous avons Gagné Kanté, à la mise en onde Mamadou Ouattara, à la coordination de ce débat, Sekou Gadjigou. Je suis Imran Akilo Maïga. Merci chers invités, merci auditeurs. À la semaine prochaine pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.